On commence du coup sans plus tarder, peut-être avec une présentation rapide. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter, peut-être présenter ton profil, et puis après, comme ça, on pourra tranquillement aller sur le sujet de Quick. Ouais, alors rapidement, moi c'est Guillaume, je suis développeur expert à front-end web principalement. Depuis maintenant, j'ai pas révisé, 8-9 ans, ça passe? 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et je suis principalement expert Angular, mais j'adore tout ce qui touche au front en fait, donc j'aime bien toucher à tous les nouveaux frameworks qui sortent. Je suis fan de la contrairement à beaucoup de gens, moi je suis fan du, combien de jours se sont passés avant un nouveau framework JS. D'accord. Moi j'adore ça. Je dis: «Cool, on a encore un nouveau, c'est parti, on va s'amuser». C'est très chouette et du coup, bah, voilà, j'aime bien découvrir et je me suis arrêté un peu plus longuement sur Quick, parce qu'il propose des concepts, assez nouveaux. Ouais. Bah, j'ai l'impression que ça fait un peu comme une nouvelle ère de framework. Ça fait partie un peu d'une nouvelle ère de framework, donc je trouve ça très intéressant et je me suis arrêté plus longtemps dessus. Donc c'est ça que je veux présenter. Je ne suis pas contributeur Quick, juste un enthousiaste, qui joue avec depuis quelques mois. Ok. Et alors, en termes, tu disais par contre, t'as été un peu vite peut-être sur le parcours. Toi, t'as toujours baigné dans le JS, web, etc. Ou t'as fait d'autres trucs Ouais. auparavant quelle typologie peut-être d'entreprise dans laquelle tu as travaillé, etc. Alors j'ai travaillé un peu dans pas mal d'entreprises différentes. Mhm. Actuellement, je suis à Monkey Patch dans une petite équipe, d'experts passionnés. On est 10 Ok. sur Toulouse. Qui est à Toulouse, voilà ce que j'allais dire. C'est ça et sinon, j'ai fait des missions dans un peu tous les types de boîtes ou même en direct chez le client, donc de la petite, PME à quelque chose de plus gros, du Banque Populaire, actuellement, chez Ingenico, voilà, c'est et où des fois j'ai travaillé pour, CS pour travailler sur des transports à Bruxelles, Mhm. un peu dans des domaines assez différents, mais vraiment que autour du web. D'accord. Web front et principalement Angular, même si ça m'arrive des fois de faire du serveur. J'ai fait du Rust aussi, dans une boîte, de OK. télécom sur Paris Mmh. pendant 1 an. Ok. Pas forcément la plus plaisante expérience, le Rust, hein, parce que l'équipe était super, Ouais. mais le Rust pour du web, je conseille pas trop. Ok. Vraiment, ouais. Heu et après mes débuts du PHP aussi, un petit peu comme beaucoup de développeurs web. Et là, tu vas faire du React, c'est ça? C'est la première fois que tu le fais dans une, Et là, je vais faire du React, c'est la première fois que je vais faire du React en entreprise, oui. OK, dans le cadre de Minus, ta le boîte site qu'on vient de voir, le site de Monkey Patch est en React Next, que tu as fait? que j'ai fait du coup. Même si ça reste un site vitrine, donc c'est des problématiques différentes d'une application Ouais, complètement. React. Clairement, on est sur autre chose là, ouais. OK, bah, super, bah, merci pour l'intro, du coup, Guillaume, ce que je te propose donc le but d'aujourd'hui, c'est de découvrir, en détail, le framework Quick, que tu nous expliques un peu comment ça fonctionne, ses particularités et on va le comparer un peu aussi aux autres, frameworks. Est-ce que tu Bien sûr. peux nous expliquer comment tu as découvert Quick et puis nous parler un petit peu de l'histoire de ce framework-là, pour commencer? Ouais, alors comment j'ai découvert? C'est assez simple. J'aime beaucoup Angular et le créateur de Quick, c'est le créateur d'Angular. Donc on fait le lien tout de suite. Forcément ça m'a intéressé, Misco Evry qui a créé AngularJS, puis Angular de X, Mmh. la suite. Ça fait bizarre quand cette personne-là, part pour créer un autre framework, forcément on se dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Mmh. Donc c'est très intéressant, ouais, donc j'ai suivi un petit peu le train. Bon, je pour le moment, c'est les débuts, bien sûr, mais voilà, du coup, j'ai été curieux et puis après, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que oui, il y avait quand même quelque chose de très intéressant dans ce framework qu'on voyait pas trop ailleurs. Mmh, mmh mh. Il y a très peu de concurrence sur ce terrain-là. Ouais, on peut parler de concurrents, oui. C'est pas vraiment des concurrents, mais parce ils se connaissent tous, ils sont tous, amis, mais c'est ça. Et du coup, qui a derrière Quick, d'où ça sort? Alors derrière Quick, donc j'ai dit, il y a Misco Evry, donc le créateur d'Angular. Il y a 2 autres personnes qui sont pas non plus, inconnues, au monde, front-end. C'est Adam Bradley qui est le co-créateur de Ionic et le créateur de Stencil.js. OK, On a je savais sûrement même pas. pas mal entendu parler, donc c'est OK. pas Mais ouais, il bosse, donc du coup, la boîte qui maintient Quick, c'est Builder.io, ouais, c'est ça, c'est ça? j'allais y venir et ils bossent tous chez Builder.io. OK, et il est plus chez Ionic, ce mec-là? Je sais pas à quel point il est relié encore à Ionic, mais en tout cas, c'est un co-créateur. Peut-être que maintenant il est OK. pour un autre,
connais pas trop son statut actuel. Ouais. Et avec lui, il y a Manu, alors je me souviens jamais de son nom parce qu'il n'est pas écrit sur son Twitter. Manu qui est pareil, il fait partie de la core team de Ionic et Stencil, et Manu a créé le Gene Framework, que je ne connais absolument pas, parce que c'est du Go. Ok. C'est un Ok. framework Go. Ok. Ça pour dire, c'est 3 créateurs de framework qui ont créé Quick, donc du coup c'est pas rien, c'est bon à savoir, parce que du coup c'est des personnes qui ont créé des choses assez énormes, telles qu'Angular, Stencil, tout ça, donc ils savent ce que ça fait de créer un framework, ils savent comment ça doit se passer derrière, au niveau de la communauté, au niveau de plein de choses. Donc c'est plutôt bon, c'est plutôt un bon point pour Quick, parce que ça rend le projet vraiment tout de suite plus sérieux, de savoir que c'est pas des personnes inconnues qui ont créé ce framework. Ouais. Même si ça peut arriver, comme il me semble que c'était le cas avec Vue. Ouais. Il me semble que Evan You, qui a créé Vue, était pas forcément très connu avant. Ou le créateur de Bun, par exemple, comment il s'appelle, je ne sais plus. Lui aussi qui était assez inconnu. Et voilà, comme quoi ça ne veut pas tout dire, mais Même le plutôt- créateur de Node.js, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un documentaire là qui est sorti sur Node.js et sur toute l'histoire depuis le début de Node.js. Donc le créateur, moi je me rappelle plus son nom, mais je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube. C'est plutôt intéressant de voir comment ça se crée un framework. Parce que c'est un parcours quand même assez particulier, et surtout au début, je pense. Parce qu'il montrait du coup toutes les étapes où les gens commencent à l'adopter. Et en fait, tu démarres sur des versions 0.0, 0.1, etc. Et tu fais des gros breaking change, ça fait chier tout le monde au début. Mais bon, tu es obligé si tu veux faire un truc qui va durer dans le temps, quoi. C'est ça. C'est vraiment, il faut y aller, il faut être très très investi, il faut avoir les nerfs solides aussi. Ouais, puis l'avantage, c'est qu'ils ont aussi tout ce côté, comme tu dis, animation de communauté qui est hyper importante, parce que je pense que les exemples de technologies qui sont intéressantes, mais en fait qui ont capoté juste parce que derrière, tu n'avais pas le monde qu'il fallait pour pouvoir les développer. C'est un exemple presque banal, j'allais dire. Et du coup, effectivement, tout un tas d'erreurs et de pièges à éviter, je suppose, qui sont extrêmement intéressantes, parce que du coup, si jamais effectivement l'idée est bonne, ça peut permettre plus facilement en fait de faire exploser le framework, quoi. C'est ça. Et puis en plus derrière, ils ont leur communauté de leur propre framework. Ouais. Et ça fait venir des gens comme moi Ouais. sur Quick. Donc c'est vraiment un bon début. Ok. Ça fait combien de temps qu'il a été créé? J'ai pas révisé 2021, il me semble. Hein. Ouais. Donc ça doit faire 3 ans. Ça fait 3 ans. Par contre, il est en version 1.0 depuis l'année dernière, il me semble. Ok. Et il y a une V2.0 qui arrive, a priori. On va en Et il y a parler. une V2.0, on en parlera. Ok, super. Donc du coup, tu disais, c'est donc le framework a été fait par Builder.io. C'est ça, derrière la structure est Builder.io, dont tu Miss peux nous Coevry, le présenter- CTO. Donc du coup, moi j'ai eu du mal au début, tu vois, quand j'ai découvert Builder.io, à comprendre un petit peu tout ce qu'ils faisaient, eux. Parce que j'ai compris qu'il y a un outil Builder.io, mais au final, ils développent plein d'autres outils. Donc ça, tu me l'as expliqué quand on a échangé en préparant le point. Tu peux peut-être nous partager, nous montrer un peu les différents outils, ce que fait cette boîte, en fait, qui est quand même plutôt active. Donc, et qui a donc j'ai vu sur leur blog là récemment qu'ils ont fait une levée de fonds de 20 millions d'euros aussi. Donc elle a l'air de ça a l'air d'être une boîte qui accélère encore. Est-ce que tu pourrais peut-être partager, nous montrer un petit peu ce Builder.io, qu'est-ce que ça fait? Alors ça a commencé d'ailleurs par Microsoft Venture Fund. Je mets 20 millions. Alors Builder.io, ouais, donc c'est une boîte qui vend son produit qui est Builder.io. C'est un CMS. Un CMS un peu d'un nouveau genre, puisque c'est un CMS qui est qu'on a l'impression que c'est un CMS no code. Mais oui et non. En fait, c'est-à-dire que derrière, les développeurs vont exposer des composants. Et sur Builder.io, on va les mettre dans le bon sens. Un petit peu ce qu'on a sur des CMS que vous avez déjà présentés comme Storyblock. Builder.io, il va aussi un peu plus loin, puisque là, comme on peut le voir un petit peu sur le GIF, on va pouvoir aussi faire du layouting. Donc on va vraiment pouvoir faire comme un vrai outil de site no-code comme Squarespace ou je ne sais plus, j'en ai plus en nom, Wix.com ou des outils comme ça. Sauf que derrière, on connecte des composants qui ont été développés par un développeur et des composants dans le framework qu'il veut. Il supporte beaucoup de frameworks, comme on peut le voir, les petites icônes derrière un Blu-ray. Il y a sûrement une page qui le montre mieux, mais et voilà. Et du coup, c'est quelque chose de techniquement assez impressionnant. Et derrière, le CTO de Builder.io, donc c'est Miss Coevry, le créateur d'Angular.
ils ont beaucoup d'intégration. Et lui, Et tu sais, Guillaume, si, parce que je crois que Misco Avery, du coup, est arrivé en 2021, quand il a quitté la team Angular, hein, donc il bossait chez Google, il a fait ouais, AngularJS puis Angular. Et quand il est arrivé en 2021, ça existait déjà Builder.io? Je sais pas de quand ça date exactement. j'ai pas regardé. Tu sais Je pas? ne sais pas, j'ai pas regardé l'historique depuis. Ouais. Ok. Euh, Donc, je- il est arrivé en tant que CTO, il a repris la main et j'imagine qu'il a créé Quick aussi peut-être pour créer Voilà, c'est pour ça. les besoins de Builder.io. Je ne sais pas si c'est directement pour les besoins de Builder.io, mais Ouais. disons que ça y contribue pas mal, oui. Ok. Après, c'est plutôt Builder.io qui va porter Quick. Builder.io, du coup, ils ont un peu cet ADN d'une boîte qui porte des projets open source. Donc voilà, ils D'accord. ont 4 projets open source, comme on peut voir ici. Là, c'est tous les Ouais. frameworks que Builder.io intègre, d'ailleurs. Avec Ok. ici la liste. Une bonne liste. C'est impressionnant. Ouais, ouais, Notamment dû grâce à Mitosis. Donc là, je parlais de Builder.io qui est open source. ouais. Et après, l'autre outil s'appelle Mitosis. C'est un outil qui va permettre de... Et ils ont fait le site très récemment, qui est très joli. Qui va permettre de sortir un composant dans n'importe quel framework Ok. en l'écrivant une seule fois. Et ça va pas être, ça va vraiment sortir quelque chose d'assez joli. Parce que souvent, quand dans ce genre d'outil, on se dit ok, d'accord, ça va me sortir un code hyper moche, je vais jamais pouvoir vraiment l'utiliser. Mhm. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce que derrière, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un AST. On n'a plus la vue intermédiaire sur cet écran, mais ils montraient un petit peu, donc ils déconstruisent tout le code sous forme de langage abstrait. Et Mhm. ensuite, ils vont avoir un interpréteur pour chaque framework derrière qui va leur permettre de recréer le langage, enfin, le Et composant tu de le, manière assez propre. et tu le fais en quel langage du coup? C'est du React de base? C'est un espèce de React. En fait, c'est du JSX façon Mitosis. Donc là, par exemple, on peut voir qu'ils utilisent un useState qui vient de Mitosis. Ok. Ok, ça Donc c'est marche. du React inspiré. Ok. Ils ont d'ailleurs, ils ont Il aussi, te crache un peu tout. Et c'est quoi le but du coup de faire ça? aussi une syntaxe Svelte. Alors eux, ils l'utilisent dans leur outil Builder.io Ouais. parce que du coup, ils ont un Ah oui, SDK ok. derrière et c'est comme ça qu'ils arrivent à être interchangeables avec beaucoup de frameworks. C'est pour ça que je Hmm. vais introduire ça après Builder.io. D'accord. Avec Builder, puisque derrière, grâce à Mitosis, voilà, ils construisent un SDK et ils arrivent à dire ah, on a besoin de tel bouton ou de tel élément dans tel framework, et avec Mitosis, ils arrivent à le sortir très très vite. Ok. Donc c'est un très bon usage, un très bon use case, un exemple d'utilisation. Donc ouais, ça c'est utilisé en interne, et derrière ils ont aussi fait assez récemment, ils ont surfé sur la vague IA. Et ils permettent de sortir un écran Figma directement dans le framework que l'on veut. Ouais. Et ça, pareil, ça tourne avec Mitosis, entre autres. Ok. Il y a de l'IA avant, mais parce que Mitosis, c'est pas de l'IA, Ouais. mais il y a de l'IA avant qui va derrière sortir un composant Mitosis qui va ensuite pouvoir le sortir dans n'importe quel framework. Ok. Ça marche moins bien pour le coup, ça. C'est encore du work in progress. J'ai un petit peu joué avec, ça marche moins bien, mais ça, c'est à cause de l'IA. Parce que pour le coup, Mitosis, il est vraiment assez bon. Tu sais sur Voilà, ça c'est pour la deuxième c'est outil. les API de quelles API ils exploitent du coup pour la partie IA? C'est du OpenAI comme à peu près tout le monde ou J'ai pas creusé à ce niveau-là. ou est-ce qu'ils ont Pour la leur partie propre Figma, modèle ou ouais, d'accord. je sais pas. Ok. Je pense pas qu'ils ont. Enfin, ils ont entraîné un modèle sur quelque chose existant, j'imagine, mais je ne sais pas lequel. Ok. Ok. Et donc, mon dernier, ouais, partie. En avant-dernier, Quick en dernier, mais Quick de toute façon, on va en parler, forcément. En avant-dernier, Party Town, qui a beaucoup fait parler d'eux aussi. Ouais. Puisque Party Town, c'est un outil qui va permettre. Alors, par contre, je ne sais pas. Ouais, le site est tout de suite beaucoup moins sympa. Dommage. C'est un outil qui va permettre de faire tourner tous les scripts third party. Donc, par Ouais. exemple, Google Analytics, c'est le premier Ouais. qui rentre en tête, mais sinon, il Mm. y a d'autres exemples ici, Tag Manager, Hotjar, ouais, tout un tas de scripts que tu viens mettre pour du marketing, voilà, ou de l'analytique, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Et ça va faire tourner ça dans un web worker. Ouais. Et donc, ça va faire en sorte que le site va se charger plus vite, puisque du coup, on n'aura plus les scripts tiers qui vont ralentir le thread principal, puisque JavaScript est mono-threadé. Donc, tout script qui tourne, et ça fait ralentir. Ça, c'est compatible du coup avec, tu le mets sur n'importe quel framework? Oui. Alors là, ils ont des exemples d'intégration. Ouais, ok. Mais c'est prévu pour être assez indépendant des frameworks. C'est pas codé dans un framework en particulier.
Et c'est vraiment très, très optimisé. C'est très smart comme idée parce que c'est pas du tout Mmh. évident à faire. Ouais. Puisqu'il faut vraiment comprendre que c'est le script tiers qu'on va le mettre directement dans Partytown. Donc on va Mmh, mettre le mmh script mh. tiers dans un web worker. Sauf que le Mmh. script tiers, il est fait pour tourner dans le thread principal normalement. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont abusé de proxy pour pouvoir faire croire au script qui tourne sur le thread principal. Et OK. voilà. Et du coup, pour certaines intégrations, des fois, il va falloir mettre quelques paramètres pour lui dire il faut que tu forward ça et tout, parce que de base, il va pas forcément tout forward non plus. OK. Ça marche Ah, très c'est bien. top, hein. Ça marche Franchement, très bien. je l'ai pas encore utilisé, tu m'en as parlé, je l'ai découvert quand tu m'en as parlé. Mais je vois bien l'utilité parce qu'effectivement nous on regarde pas mal les Core Web Vitals sur les projets sur lesquels on bosse et ouais, souvent les Core Web Vitals sont affectés par des intégrations tierces, Ouais. différentes, JavaScript que tu vas intégrer et en fait, tu peux rien faire, quoi. Donc tu es un peu dégoûté, tu mets ton script et tu peux rien faire, tu es obligé de le mettre. Donc je vois bien l'utilité et du coup l'intégration est facile? L'intégration est super facile. OK, Il bon, faut bah, il faut charger, globalement, il faut charger Partytown mmh, et donc un point JS et derrière, au lieu de mettre, on va peut-être mettre un petit exemple. Donc dans React, par exemple, voilà, on charge Partytown dans le head ouais, et ensuite il suffit de mettre une balise script en type text Partytown et dedans, on OK. met sa partie et Ah ouais, donc c'est tu à peu près tout. rien à faire. OK, donc tu as juste à Voilà, installer, à le configurer, puis après c'est ça. tu surcharges tes balises script que tu as déjà, en fait, au final. Voilà et après voilà, il y a quelques exemples pour certains services, puisque certains services, il va falloir leur dire quelques petites configs en plus, Mmh. notamment Google Tag Manager, voilà, il y a Data Layer Push qu'il faut rajouter en forward, ce genre de choses, puisque par défaut, il ne gère pas tout. Donc voilà, OK. ça va pas forcément marcher out of the box avec tous les third-party scripts, peut-être falloir tuner un petit peu la config, mais ça s'arrête là, le setup. Je ne sais pas pourquoi il est toujours marqué en bêta, parce que ça fait un petit moment maintenant qu'il est sorti et ça fonctionne bien. Peut-être que ils sont pas encore sûrs de Ils ont pas certaines pris le choses, temps de mais le finaliser ou peut-être qu'ils réfléchissent à la manière de le faire, de changer la manière de faire, je sais pas. si je me trompe pas, ça a été créé bien avant Quick. Mmh mh, mmh. Si j'en ai entendu parler bien avant Quick, le parti d'armes. Bah, au final, si on regarde, sur le site là, tu montrais tout à l'heure, tu avais le nombre de stars sur, GitHub. Ouais, quand même 12 000, hein, sur Party.no, donc c'est Effectivement, ouais. pas rien du tout, hein. 12 000 stars, Heu, ouais. Quick en a 20 000, hein. Donc ouais, gros truc. OK, Mitosis, donc 11 000. top, Donc oui, Party.town. ils font des jolis produits, Ouais. clairement. Et donc pour finir, Quick, et on Ah, il y a un va autre outil que je sais pas, tu as peut-être pas parlé, ils font aussi un outil là qui, Design to Code qui permet depuis c'est ça, Figma. c'est l'outil dont j'ai parlé, justement, C'est Mitosis l'IA. au final? Ouais, à Ah, l'intérieur, c'est Mitosis. d'accord, En OK, fait, à donc c'est l'intérieur, un ça autre utilise ouais. Mitosis, mais derrière, il y a voilà, il y a une petite couche d'IA qui va convertir, Figma en Mitosis et Et après il y qui a le Mitosis qui convertit va après sortir dans Microsoft n'importe quel en code, framework. ouais, d'accord, OK, c'est celui-là. C'est celui-là. OK, très clair. Donc Quick, maintenant venons au sujet principal. Quick, est-ce que Alors tu peux nous Quick, présenter un peu ouais, mis à part le fait que ça vienne de 3 grandes personnes, ouais, d'où ça sort? D'où ça sort? Alors il faut savoir, ça vient de Wiz. Il faut savoir que Google a un framework en interne. On en entend un petit peu plus parler maintenant ces derniers temps puisqu'Angular a décidé de merger avec. ouais, Donc Google a un framework en interne et ils l'utilisent sur, tous leurs produits grand public. Ce que j'entends par produit grand public, littéralement Google Search, donc google.com, ouais, ouais. Google Calendar, Google Photos, YouTube Gmail? Mobile. Gmail, je ne pense pas. Angular, non? Je sais pas. Non, je ne sais pas ce que c'est Gmail. OK, YouTube Mobile, je précise YouTube Mobile parce que YouTube, c'est un espèce de méli-mélo avec aussi il y a du polymère, il me semble, sur YouTube. OK. Qui est un peu mort-né. Je ne sais pas où est-ce qu'il en est aujourd'hui, Polymère, mais je n'entends plus du tout parler. Oui, il y a plein de choses sur YouTube. Mais oui, c'est pour ça qu'il précise bien YouTube mobile. Et non, Gmail, je pense que c'est encore autre chose. Ouais. C'est pas Angular non plus, Gmail. Polymère, Ça c'était devrait. pour faire du web component, c'est ça, non? Ouais, Hmm. c'est ça, ouais. C'était J'avais- vraiment quand les web components sont sortis, il y a Polymère qui est arrivé en flèche et dit, eh, ouais, bon, nous on a fait ça, c'est trop bien. Et puis
puis du jour au lendemain, plus personne n'en a parlé. Là, c'est drôle, hein, parce que je trouve, moi, cette techno, déjà, je sais que quand on était chez IBP à l'époque, même bien avant, hein, j'en avais entendu parler et pour moi, ça allait exploser. Et en fait, ça n'a jamais vraiment. Ouais. Enfin, je sais pas. Ouais. Au niveau adoption communautaire, t'en vois de temps en temps, tu vois, là. Moi, je sais que je joue avec un projet là, de Google Maps et donc ils ont leur propre web component et tout, mais je sais pas, je trouve pas que ça ait non plus explosé par rapport à du React ou des choses comme ça, quoi. En fait, je pense que la raison principale, c'est juste que les web components ne supportent pas le server-side rendering. Du moins pas aussi bien que les autres frameworks. D'accord. Et du coup, bah, ça a tout tué. Parce qu'en fait, la tendance depuis ces dernières années, dans tous les frameworks JS, c'est le server-side rendering. Et oui. Et comme les web components, par design, ça marche pas très bien avec ça, ça a complètement été zappé du coup. Ok. Ouais, c'est possible. Ok. Donc pour revenir sur Wiz, voilà, donc il y a ce framework Wiz. Petite anecdote, ce framework Wiz a été créé par Maltubl. Qui est ce Maltubl? Une personne qui a travaillé en 11 ans chez Google et qui est maintenant CTO de Vercel. Voilà, c'est rigolo. Un petit pédigré, quoi. C'est rigolo, oui, c'est incroyable. Et il a créé ça il y a un petit moment, maintenant il y a très longtemps, chez Google, et il s'est pas rendu compte de ce qu'il créait. C'est comme ça qu'il le décrit. Je paraphrase un peu. Il a fait un post assez connu quand il a quitté Google. Il a parlé de tout ça. Okay. Et en gros, bah, il s'attendait pas, il se rendait pas compte de ce qu'il avait créé, donc du coup, il n'avait pas pour projet de l'open sourcer à l'époque. Okay. Il regrette un petit peu de ne pas l'avoir open sourcé, parce qu'au final, bah, maintenant, il se rend compte que c'était quand même vachement avant-gardiste. Ouais. Que c'est un framework résumable, on va revenir dessus après. Et du coup, bah, ça continue de vivre chez Google. Pourquoi c'est toujours pas open source et pourquoi ça le sera probablement jamais? Parce que ils n'ont pas trop mis d'efforts sur l'expérience du développeur. Aujourd'hui, oui, ça tourne toujours en interne avec Google Closure. C'est du Java. Donc ça veut dire qu'il faut déjà un serveur Java pour faire tourner l'ensemble. Donc déjà ça, c'est à peu près éliminatoire. Quand on voit tout ce que font les frameworks JS aujourd'hui, c'est du Node partout. Pour ça et pour d'autres raisons, j'ai entendu parler qu'il n'y avait pas forcément d'équivalent de contexte non plus. Donc ça veut dire qu'on doit passer les entrées et sorties de chaque composant à la main un peu partout. Il y a plein de petits manques comme ça. Et si ça vous intéresse, il y a Ryan Carniato, le développeur de Solid.js, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Il a fait un stream avec un développeur de Wiz assez récemment. Donc il rentre un petit peu dans les internals, c'est assez complexe. Mais c'est très intéressant parce que du coup on voit un petit peu voilà, quelles sont les idées derrière, d'où ça sort et comment ça a évolué. Et comment ils ont raccroché le train, ils ont rajouté du JSX aussi dedans, mais voilà. Et comment ils voient du coup l'intégration avec Angular? Tu sais un petit peu comment ça va se passer? Est-ce que ça va être qu'un seul framework au final? Wiz va disparaître et Angular aussi, ça sera Angular Wiz? Comment ça va être? Eh ben ça c'est une très bonne question. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est en tout cas de ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont aujourd'hui fait dans l'autre sens, ils ont pris les signaux d'Angular et ils les ont mis dans Wiz. Les signaux d'Angular tournent aujourd'hui sur YouTube mobile, ce qu'ils avaient annoncé à la dernière NGConf. Maintenant, qu'est-ce que Quiz ouais, je crois que c'est celui-là, c'est ça. Qu'est-ce que ouais, je vais le partager dans le chat du coup. Hein. Je pense parce c'est peut-être pas celui-là, non. Parce que le titre c'est Solid.js with Ryan Carniato Q&A. Non, c'est pas celui-là. Oui, parce qu'il a beaucoup de guests dans ses streams. Non, faut vraiment être Wiz dans le nom. Wiz, je mets dedans. Parce qu'il fait beaucoup, ouais. WIZ. Et là, peut-être que. Ouais, sur sa chaîne, peut-être. Pas trouvé. Mais il fait beaucoup de streams, il parle de beaucoup de sujets, donc du coup, c'est pas. Ça roule. Mais en tout cas, c'est la bonne personne. C'est ça. Ok. Et du coup, donc on sait pas trop ce que ça va devenir. Mais voilà, ils essayent un petit peu de fusionner les deux frameworks. Pourquoi ils font ça? Et pourquoi d'ailleurs Google avait ces deux frameworks? Pourquoi ils n'ont pas dit on utilise Angular partout ou Wiz partout? Parce que Wiz était très orienté site avec peu d'interactivité, comme Google Search, Google Photos, d'autres choses. Et Angular est orienté à application web. Et donc du coup, Google Angular, on va le retrouver sur Google Ads par exemple, il me semble. Ce genre d'outil vraiment où il y a beaucoup d'interactivité. Et maintenant on est en 2024 et en fait ils se sont rendus compte que on commence de plus en plus à avoir besoin des deux en même temps, quoi.
tout simplement. Hmm. Donc le côté résumable de Wiz, je sais pas s'ils vont réussir à le mettre dans Angular, mais il y a plein d'autres concepts qui vont mettre dans Angular et inversement. Ok. Et donc ça, Wiz c'est a aussi besoin de la capacité, la DX d'Angular pour permettre à Angular de faire des applications et ouais. Et faciles. ce concept de resumable, donc on va y venir un peu. Il va falloir que tu nous présentes un petit peu ce que c'est. Ça y est, by design dans Wiz, ça y est depuis le début du coup. Ouais. Ok. C'est ça. Ok. Donc c'est assez Donc, vraiment impressionnant parce que ça précurseur, fait vraiment des années que ça existe. Mm. Donc ouais. Et Le ça, fait, c'est très très important pour Google.com. Et j'imagine que le fait que donc Misko Every, qui est un ancien Google, il mette ça dans Quick, c'est qu'il a bien utilisé Wiz et qu'il a peut-être travaillé aussi avec, C'est ça. avec En le fait, nouveau il a... CTO de Vercel pour mettre en place ça, quoi, peut-être. Ouais, c'est ça. En fait, il en avait parlé dans une LGConf il y a pas mal d'années, Ouais. de ce concept de résumabilité. Et clairement, ça venait de Wiz, en fait. Il a été inspiré par Wiz. Je pense qu'il a dû essayer de le mettre sur Angular et que ça devait être trop complexe. Et donc, Ouais. c'est pour ça qu'il est parti sur Quick. L'idée de Quick, c'est de rendre Wiz finalement beaucoup plus facile d'accès, en fait. Les concepts de Wiz, plus facile d'accès. Donc là, on est vraiment sur une DX d'aujourd'hui qu'on voit partout. Donc on est sur du GSX avec des hooks. Enfin, ça fait très React. Donc, comme ça, tous les développeurs aujourd'hui s'y retrouvent. Ouais. Et derrière, on a l'avantage de la résumabilité de Wiz. Ok, donc ce concept de résumabilité, on va y venir. Faut que tu nous expliques tout ça, comment ça fonctionne. C'est parti. Donc ouais, c'est un gros avantage, on va le voir. Donc du coup, Quick aujourd'hui, pourquoi pour toi il faut utiliser Quick? C'est quoi le gros avantage, en spoilant un petit peu la partie resumable, qui fait que Quick est intéressant? C'est littéralement la résumabilité en fait, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de frameworks en concurrence que voilà, c'est vraiment ça qui distingue Quick des autres. Quick après va utiliser des concepts, voilà, comme j'ai dit, des hooks, des fonctions components, ils essaient de se comme on copier voit un dans petit peu de React. React pour faciliter la transition et pour que les développeurs viennent de manière massive dessus, mais c'est ce concept de résumabilité, donc bon. C'est vraiment ça, ouais. Après, ils utilisent aussi Présente-nous les et puis on signaux. verra, je pense que ça va nous aider à comprendre un peu J'y les viendrai avantages aussi, et mais pourquoi Quick, quoi. alors, je vais essayer de faire un petit schéma Alors, Guillaume est chaud, il se tente à un schéma en live pour expliquer le On va concept de tenter ça. résumabilité. Alors, normalement, comment fonctionne le chargement d'une page? Toc. On va essayer de faire droit, c'est ça. Toc. Évidemment, dans le chat, si Attends, vous avez chargement des de questions, pardon, excuse-moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, on va rentrer un peu dans le technique, dans le deep tech, mais voilà, Guillaume va faire en sorte de rendre ça assez ludique. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, on les prendra bien sûr en direct. C'est tout l'intérêt d'être en live sur Twitch. N'hésitez pas. Alors, ce qui se passe habituellement dans une... alors là, je vais décrire un peu le chargement d'une SPA classique. Donc, on peut trouver sur du Angular, sur du React, sur du Vue. Pas Next, ni Remix, ni tout ça, puisque là, c'est vraiment de la SPA classique que je suis en train de décrire. Ouais. Donc, on a d'abord la requête, le chargement HTML, le chargement JS. Après, on va avoir... Oups. On va avoir la requête serveur. Requête de récupération des données, je vais appeler ça récupération des données, ce sera plus clair. Des données. Hop. J'ai oublié une étape très importante, puisque c'est celle qui n'existe pas dans Quick. Rendu du JS. Récupération des données. Hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le rendu JS. Voilà. Voilà à peu près, j'ai pas oublié de trucs, je pense. Bon, c'est très schématisé, mais c'est à peu près ce qui se passe sur une SPA classique. Donc en fait, on voit ici, ici on a la récupération des données et le render.js qui démarre à ce moment-là. Donc on va appeler ça fetch, par exemple. Ok, on va mettre ça un peu plus joli avec des petits traits. Non, je sais pas si je l'ai, c'est pas grave. Hop, et après, on a ici le premier call. Donc ça, c'est un peu incompressible. Ça, pour le coup, Quick fait pas de miracle là-dessus. Hein. C'est vraiment
comment on appelle ça, le time to. Ou Comment ça s'appelle first non, c'est pas ça. C'est le premier chargement. Le temps de réponse du serveur. C'est la temps de réponse. Réponse serveur, quoi. Je vais le laisser comme ça. Sur Quick, comment on peut schématiser ça? Ça va être beaucoup plus simple à schématiser. Parce qu'après, derrière, c'est pas plus simple. Dans toute la tambouille qu'ils font pour que ça marche bien. On est ici. On a le fetch ici. Grâce à Quick City, j'y viendrai. Mais là, j'envoie tout. Je mets tout d'un point. Et ici, on va avoir le stream HTML. Ok. Tac. Alors, le fetch, en vrai, je vais plutôt le mettre là. Ça serait bien qu'il soit là. Mais aujourd'hui, ça marche pas très bien. Voilà. Voilà une requête quick et voilà une requête SPA classique. Donc en fait, on voit le gros problème d'une SPA classique, c'est ici. C'est le chargement du JavaScript. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on a le chargement HTML. Ensuite, on va avoir le chargement JS. Pour le moment, la page est blanche à cet endroit-là. Puis on va avoir le chargement JS. La page est toujours blanche. Et puis ensuite, on va avoir le rendu JS. Ça y est, on commence à avoir des choses à l'écran. Mais tu dois attendre la Et récupération après, des data. on a, voilà, comme le JS Bootstrap, et ben on va voir dans le composant un fetch qui va récupérer les données. Et à ce moment-là seulement, on va fetch les données. Et ensuite, on va re-render le JavaScript une fois que les données sont arrivées. Ah. Et donc là, tu caches tout ça via un beau spinner et puis tu attends voilà. l'utilisateur. C'est ça. Alors, récemment, on a eu des techniques qui permettent d'éviter certaines étapes, comme ici. En fait, les étapes existent toujours. C'est juste qu'ici, on va pas avoir un écran vide, puisqu'on va faire du rendu serveur. Et donc, du coup, on va pouvoir afficher à l'utilisateur des choses. Il n'a pas un écran blanc, c'est un peu plus agréable. Mais c'est toujours les mêmes étapes quand même. C'est juste que l'utilisateur, il va avoir des choses avant. Ce que fait Quick, c'est que du coup, grâce à Quick City, donc son méta framework, je viendrai après, mais ça fait partie de l'ensemble de Quick, la requête sera faite dès la requête utilisateur dans le navigateur. Donc on fait partir directement la requête au serveur. Alors ce que j'entends par requête au serveur, ça peut être soit une requête à un autre serveur derrière en interne, ou alors une requête SQL. C'est ce qu'on veut. On récupère des données. Et derrière, il va envoyer le HTML directement une fois que la requête est arrivée. Alors c'est pour ça que le fait, je l'ai mis là. Ça c'est un petit défaut de Quick de jeunesse. Ça sera corrigé plus tard. J'ai confiance. Ils y travaillent. Mais l'idée, c'est que l'HTML soit streamé pendant que la requête est en cours. Comme ça, on peut afficher le header, le footer ou d'autres informations et mettre un loader au milieu le temps que les données arrivent. Ce que fait par exemple déjà Next.js. Sauf que Next.js, il a toujours cette partie-là. Donc on est quand même sur quelque chose d'encore plus light que les frameworks hybrides récents. J'entends par framework hybride, je vais peut-être un peu expliquer, parce que c'est vrai que je pense que vaut le coup d'expliquer. Voilà, donc ça c'est une SPA, donc Single Page App. Ça veut dire que vraiment toute l'application, elle est rendue avec du JavaScript. Plus récemment, ce que j'appelle des frameworks hybrides, tels que Next.js, Nuxt.js, Analog pour Angular ou autre, j'en ai plus en tête, Solid Start. Astro, il fonctionne comme ça? Astro, non, c'est encore différent Astro. Pour en parler aussi, mais c'est encore autre chose. Ce qu'ils font tous, enfin Astro fait aussi j'allais venir du SSR, donc le rendu côté serveur. Ce qu'ils font tous, voilà, c'est qu'ils vont pré-rendre, ils vont faire tourner tout le code, du moins un maximum de code qu'ils peuvent faire tourner côté serveur, pour rendre la page en HTML. Et ensuite, derrière, React va démarrer, pour ce qui est le Next.js, et va retrouver ses petits dans la page. C'est ce qu'on appelle la phase d'hydration. Je ne sais pas traduire en français. Hydratation, mais c'est assez horrible de dire hydratation, je trouve, ça sonne très mal. Très mal. C'est plus facile à traduire que Resumable. Oui. Oui, malheureusement, j'ai pas trouvé. Bon, disons hydratation. Donc cette fameuse phase-là, qui est souvent source d'erreur d'ailleurs, puisqu'en fait, il faut absolument que le code qui a été généré côté back match avec le code qui va devoir retrouver côté front. Donc souvent, les développeurs, quand ils travaillent sur des frameworks tels que Next.js, ils vont avoir des erreurs. Bon, l'erreur typique, ça va être faire un new date. Parce que new date, il n'aura pas la même valeur sur le serveur que quand il va charger sur le front. Et donc du coup, ça va planter en dev, en serveur, je sais plus vraiment comment il se comporte, parce qu'en général, on essaye de ne pas mettre en prod quand on a développé ça. Mais voilà, il y a une certaine complexité, et puis surtout, ça met du temps.
la phase d'hydratation, elle met un peu de temps, puisque derrière, c'est tout le JavaScript qui se recharge pour refaire la même chose, ce qui a été fait côté serveur. Mm. C'est un peu un reboot de l'application. D'où le terme resumable de Quick, puisque en fait, dans Quick, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire comme les autres, donc il va faire un rendu côté serveur. Et c'est comme s'il allait se mettre en pause, en fait. Il se met en pause, il met son état dans la page, dans le DOM. Mm. Comment il fait ça, je rentrerai pas dans les détails, c'est assez complexe, mais il va mettre plein de petites infos un peu partout dans le DOM. Ouais. Et ensuite, et ben, c'est tout. Ensuite, du coup, comme son état a été arrêté, et ben, il va pouvoir résumer, un petit peu comme un pause play sur Ah ouais, une musique, un là. résumé, du coup, ouais. Il va pouvoir résumer et dès que l'utilisateur fait une interaction, et ben, il va reprendre là où il s'est arrêté. Ok. Comment ça marche en fait? Il va faire énormément de chunk, donc c'est-à-dire, il va y avoir beaucoup de fichiers JavaScript, puisque à chaque fois qu'il y a une interaction, ça veut dire que c'est un fichier JavaScript qu'il va falloir télécharger. Donc le moindre clic sur un bouton, il y a un JavaScript associé, quoi. C'est ça, Ok. c'est ça. Ce qui Et fait le qu'on se temps retrouvera beaucoup avec de... Node.js, donc faut pas avoir peur de ça. Et ouais, ouais. Et du coup, le fait d'avoir... je veux dire, tu perds un petit peu en performance du fait que tu dois charger à la volée les JavaScript, là, pour le coup, non? Mais comme il fait en des chunks super légers, ça marche. Oui. Oui, c'est ça. En fait, et du coup, ce qu'ils font en production aujourd'hui, alors c'est pas le cas quand on lance une application en dev, mais en production, il y a un web worker derrière qui va précharger tous les points JS. Parce que sinon, forcément, on a un délai entre, on clique sur le bouton, le temps qu'il télécharge le code JS associé au bouton, c'est pas très agréable. Donc, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il a il y a un web worker, c'est pas un... J'ai dit web worker tout à l'heure? Non, c'est un service worker, pardon. Je confonds souvent les deux, alors que c'est pas forcément de rapport. Un service worker qui va charger donc tous les scripts et comme ça, ils seront prêts à être utilisés au moment où on va cliquer, boum, ça va direct marcher. Alors, du coup, c'est quoi la différence? Parce qu'on se dit, on charge quand même tout le JS, du coup. Ouais. On télécharge le JS, on le précharge, mais on le parse pas parce que le navigateur, quand il charge un JS, il le parse, il exécute à l'avance. Dans un framework comme Next, le code qui sera dans le on-click, il va être parsé, il va être téléchargé et parsé par le navigateur d'un coup. Alors que là, ça va être fait dans un thread à part, puisque c'est fait dans un service worker et ça va pas être parsé. Ok. Tu réponds un peu à la question qui est posée là, c'est ça? Je sais pas si tu vois la question. Non, j'ai pas vu. Ok, il y a une petite question dans le chat. Je ne vois pas la différence au niveau du navigateur. On retire juste le re-render JS, mais au final, on le fait toujours 2 fois un rendering avec le stream. Au final, on a juste un loader en plus. Alors, on fait un render de la page HTML, sauf que du coup, on l'a fait qu'une seule fois, derrière, il n'y a pas de JavaScript qui va devoir retrouver ses petits, donc ça s'arrête là en fait. Ouais. En fait, on se retrouve dans un fonctionnement comme sur une page en PHP, quoi, au final. C'est une page à faire en WordPress, et la page elle est générée par le framework WordPress, et derrière, il n'y a rien qui tourne derrière. Ok. Bon, en théorie, parce qu'au final, aujourd'hui, dans un site WordPress, il y a énormément de JavaScript pour d'autres raisons, malheureusement. Mais un site en PHP de base, c'est du HTML et CSS qui est rendu côté serveur, et pouf, plus rien côté front. À part le browser qui doit effectivement afficher la page. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a peut-être une ambiguïté avec le terme re-render, parce qu'en fait, il y a la génération du markup HTML, que j'appelle render, et après, il y a le render proprement dit pixel navigateur. Et après, il y a de nouveau le JS qui va derrière essayer de régénérer le HTML6 en quelque sorte. Ok. C'est un peu plus subtil que ça, mais voilà. Du coup, ouais, je suis pas sûr de tout comprendre. En gros, donc sur un framework comme Next.js par exemple, donc on vient de dire il y a l'hydratation, l'hydration, peu importe. Donc l'idée c'est tu charges le HTML et une fois que le HTML est chargé, tu peux afficher ta page. Et après, donc on vient faire hydrater, on vient rajouter le JavaScript pour permettre à l'application de devenir pleinement interactive et donc de permettre aux utilisateurs au final d'interagir avec les composants de l'application. Donc ça c'est l'objectif. Donc en fait, c'est cette phase d'interactivité qu'on gagne en fait avec Quick, c'est ça? Ouais, c'est Ok. ça. C'est ça, c'est complètement ça. Parce qu'en fait, comme on va pas avoir de second rendu, et donc pendant que le JS fait son travail ici, ça c'est un exemple avec Next si je me trompe pas. La différence en fait, c'est que Next, grâce à
ces outils derrière et on va directement avoir le fetch dès le début. Donc Ouais. c'est vraiment chouette et aussi ce qu'on ne voit pas dans ce schéma-là, parce qu'on a l'impression que c'est pareil, c'est pas tout à fait pareil. On ne voit pas, c'est vraiment que le HTML est rendu serveur, donc du coup, on va voir quelque chose de visible plus vite. Mais ça va pas être interactif forcément plus vite Mmh. qu'une SPA classique. Ouais, dans le Minus le sens, fait que, ouais. voilà, comme il y a le fetch avant, du coup, ça va potentiellement de l'interactif plus vite qu'avant. Ouais. Mais voilà, sur papier, pas beaucoup, puisque, Mmh. puisque derrière, il y a toujours cette phase-là qui est bloquante. Tant Pour qu'on n'est pas l'interactivité. arrivé jusqu'ici, voilà, tant qu'on n'est pas arrivé Ouais. après jusqu'ici, Ouais. et ben, on ne peut pas interagir avec l'application. OK. On va voir les boutons, mais si on clique dessus, il va rien se passer. Bon, faut être rapide ou alors faut avoir un ordinateur pas très puissant ou un téléphone mobile juste Mmh. pas très puissant et ça peut arriver, voilà, qu'on a tout de suite envie de vouloir interagir et c'est un Et tu problème peux pas, du ouais. ça c'est un problème du SSR plus Hydration, c'est que du coup, bah, voilà, on peut pas interagir, tout de suite, quoi. OK. Donc pour répondre à la question que je te posais tout à l'heure, c'est quoi le gros avantage d'utiliser Quick? Donc c'est cette hydratation, c'est cette, résumabilité, hein, C'est ça. en comparaison avec l'Hydration, qui permet du coup de pouvoir interagir beaucoup, beaucoup plus vite avec l'app. Donc c'est vraiment un gain en termes de performance, quoi. C'est vraiment Ouais le gros plus, ouais. et de Et performance aussi parce que du coup, on a beaucoup moins de JavaScript qui tourne. La mmh, théorie, c'est qu'on n'a rien qui tourne. En OK, pratique, on a un petit runtime. OK. Mais un très léger runtime qu'ils sont en train d'optimiser dans la version 2.0, mais justement, Mmh. on en parlera à la fin. Mais voilà, c'est qu'en fait, on n'a pas beaucoup de JavaScript qui tourne, on a un minimum. Vraiment, le but de Quick, c'est de télécharger le moins possible de JavaScript et de faire tourner le moins possible de JavaScript. OK. Souvent, les frameworks modernes, ils s'occupent pas de la deuxième partie. Enfin, Ouais. ils essayent justement avec comme Astro, comme tu en as parlé tout à l'heure, je peux rebondir dessus. Ouais. Astro va splitter cette phase de rendu JavaScript quand Mmh. nécessaire. Il va la faire que quand c'est nécessaire, c'est-à-dire quand le composant va être visible à l'écran, par exemple. Mmh. Donc il va faire ce qu'on appelle de l'island architecture. Mmh. Donc les petits îlots, c'est les composants, par exemple React, qu'on va mettre dans la page. Mmh. Et il va lancer React, donc Mmh. lancer toute l'iteration de React et tout ça, que quand on lui demande de le faire. Donc Ouais. ça peut être soit quand c'est visible, ça peut être soit quand la page est idle, ça peut être immédiatement si on a vraiment besoin que ça soit immédiat. Voilà, ça c'est ce que fait Astro. C'est un peu la même Hop. chose au final, sauf que ça s'appelle pas pareil, mais ça reste de l'hydration et c'est le découpage au final qui est un peu différent? Quick va plus loin puisqu'il en fait pas du tout. Ouais. Et du coup, on peut rebondir là-dessus, on peut utiliser Astro avec Quick, Ouais. et du coup, on n'a pas de redirection du tout. Et du coup, on n'a pas besoin d'indiquer Astro charge ce composant quand je suis visible. On enlève tout ça, OK. puisqu'on a tout de suite quelque chose d'instantané. Après, D'où je le comprends fait pas. que. Excuse-moi, Ouais. tu disais qu'il fallait limiter le nombre de téléchargements, mais du coup, c'est pas antinomique avec le fait de dire que tu as beaucoup de chunks et qu'à chaque fois, tu es obligé de télécharger à chaque fois qu'il passe un truc? Ouais, ça, alors oui, effectivement, il va diminuer le nombre de JavaScript avec toutes les techniques qu'on retrouve récemment. Donc pour le SU, il se différencie pas forcément beaucoup des autres, parce que ça va être du bundling classique avec Vite et Rollup derrière. Et bon, ils ont ce qu'ils appellent le Quick Optimizer qui est codé en Rust aussi, qui va permettre justement de faire ce découpage en chunks notamment, et d'autres choses avec les signaux. Et effectivement, oui, donc ça fait beaucoup de JavaScript, mais l'idée c'est qu'en en HTML2, streamer plein de fichiers, c'est pas un problème avec le Mmh. multiplexing, je crois que c'est le bon terme. Voilà, on peut envoyer plein de fichiers d'un coup et ça fait ça en background avec un Mmh. service worker. Donc, disons qu'il y en a toujours pas mal. De toute façon, bah, quand on clique sur un bouton, il faut bien du code pour pouvoir faire quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est chargé derrière, quoi. OK. Ok. Et, Et donc, vas-y, ouais, Antoine? juste tant que j'oublie pas, mais ce genre de pattern et de façon de fonctionner, on va dire, ça va être fait by design ou est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, genre, le concept explose et que du coup, des concurrents type Next ou autres qui sont potentiellement plus gros peuvent migrer et voilà, comme on a vu par exemple, enfin c'est vraiment une question peut-être de noob, mais on a vu par exemple que la notion de server component, enfin de server side rendering, etc., quand elle a apparu, Next l'a intégré plus tard en fait. Enfin, les serveurs components, typiquement, ça a été intégré plus tard, c'était pas d'entrée si je me trompe pas.
Il me Euh, semble que si. ça y était Ils d'entrée? semble ils avaient il le me semble que SSR, mais c'est ils n'avaient pas expérimenté. les React Server Components Oui, ça c'est beaucoup plus tard, ça introduits. c'est une autre Hmm, façon de les écrire, ouais. mais le SSR, il me semble que c'est comme ça que ça il me semble, hein. Ok. Oui, Je suis Donc, pas sûr. la question, c'est est-ce que ça, selon toi, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié en fait à la nature même du framework, ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intégré par la suite sur d'autres frameworks En gros, est-ce que si demain le concept pète, Quick c'est les rois du monde, ou est-ce que ils peuvent être rattrapés par d'autres, quoi? C'est difficile de répondre à cette question, puisqu'on ne sait pas ce qu'ils sont capables, à quel point ils sont capables de tourner leur framework pour Hmm, rajouter des fonctionnalités. Mais quand on utilise Quick, c'est quand même un point central. Parce hmm, qu'en fait, cette traçabilité, parce qu'en fait, on le voit tout de suite, même si c'est bien caché derrière des API assez intelligentes pour que ça soit agréable à utiliser, il y a cette notion de boundary. Ils appellent ça des QRL, donc des Quick URL. Quick. Mm. Je peux peut-être montrer un petit peu de code là, justement. Ouais, c'est ce que j'allais te proposer. Donc, Allons-y, parce que là, c'est vrai que ça donc fait un c'est petit moment nickel. qu'on Et fait de la du théorie. coup, juste pour finaliser sur cette notion de réalisabilité, et donc c'est pour ça que si vous allez sur le site de Quick, il parle d'instant app, donc d'application instantanée. Donc cette notion d'instantané fait que, dû au fait qu'on n'a pas besoin d'attendre, c'est directement chargé et on a notre application de manière instantanée sans avoir à attendre pour qu'elle soit interactive. Eh bien, écoute, je te propose de. Ouais, c'est un playground que tu as pris pour nous montrer un peu de code. Voilà, ça c'est sur le site officiel, tout en haut, on a Playground et voilà, on a Sandbox, pardon, ici, avec un petit icône de plage quand on met la flèche dessus, c'est rigolo. Et ça montre quelques exemples de base de Quick. Et donc là, ce qu'on va voir tout de suite, c'est ce petit dollar ici qu'on va voir très souvent dans les API de Quick. Et c'est ça qui va marquer justement les frontières. Et derrière, ça s'appelle un QRL. QRL, donc ils appellent ça un QRL pour Quick URL. Ce que va faire le compilo derrière, c'est qu'il va mettre ce code-là dans un chunk. Et ensuite, à partir de moment où on va cliquer ici, et ben le chunk va être chargé pour, parce que là, c'est un clic, pour effectuer le code. Ok. Ce qui est assez subtil ici, c'est que là, on peut voir que j'utilise une variable qui est à l'extérieur. Et pourtant, on est dans un autre chunk. Et c'est là que je pense que c'est compliqué à implémenter ailleurs. Si c'est pas by design conçu pour ça. Ok. C'est-à-dire que là, en fait, il va capturer toutes les variables dans la closure ici. Ça, c'est une closure, tout ce qui est dans cette accolade-là. Et on va pouvoir les utiliser directement dans le QRL. Et là où c'est rigolo, c'est que du coup, dans le QRL, ça peut aussi être un serveur comme ça. Ça veut dire que là, on écrit ça, et ce code-là va s'exécuter côté serveur. Ça, c'est un petit bonus intéressant. C'est un petit peu comme les use servers qu'on a sur Next, qui sont arrivés assez récemment. Sauf que là, la DX, je la trouve encore plus sympa, puisqu'on est vraiment dans le concept. On est vraiment toujours dans le même principe de QRL Quick. Et donc, il y a un gros travail de sérialisation, puisqu'en fait, il va falloir qu'il soit capable de sérialiser tout ce qu'il y a ici. Donc, il y a certaines règles à respecter. Le tooling, il est pas trop mal fait là-dessus. Donc, quand on fait des choses qui sont interdites, il va tout de suite nous le dire. Quand on a si jamais ici, on a des variables, des objets de classe, et ben là, tout de suite, ça va péter si on veut les utiliser ailleurs. Ou si on les met dans des statuts, dans des states, et ce genre de choses. Puisqu'en fait, tout ce qui va être passé entre les différents QRL doit être sérialisable. Et c'est ça la clé, parce qu'en fait, quand Quick va s'arrêter, il va générer la page côté serveur, il va se mettre en pause pour pouvoir reprendre. Et ben en fait, il a sérialisé tout son état. C'est comme ça que ça marche. Ok. Donc c'est pour ça que ça me paraît compliqué à rajouter dans des frameworks existants. Puisque c'est littéralement toutes les interactions et plus. Et on a aussi un exemple de use task par exemple. Ça c'est l'équivalent d'un use effect dans React. Avec un timer. Là le timer, il va pouvoir démarrer côté serveur. Pause, on reprend. Et on fait pas de différence entre le code serveur et front. C'est ça. En tout cas pour un use task. Donc voilà l'idée. Je sais pas si je rentre plus dans les détails parce qu'après c'est
On peut voir, si je peux voir un petit peu ici sur le playground, on peut voir ce que ça donne. Ça, c'est ce qui va sortir derrière le Quick Optimizer. Donc on voit ici, alors je vais reprendre le counter. C'est mieux le counter, plus simple. Ok. On voit ici, voilà ce qui sort. Hop, clear bundle. Les symboles, c'est moins important. Donc là, on a tout le code du composant lui-même. Et si on va Ouais. tout en bas, normalement, j'ai un problème d'écran. Je vois pas le bas. Je sais pas si vous le voyez où, mais... C'est bon. Tu Bon, vois pas ce qu'il y a en dessous du Clear Bundle? voilà, bon, Ah, j'y arrive. J'ai du mal, mais j'y arrive. ok. Voilà, si on va tout en bas, on va voir que voilà, il y a plusieurs chaînes qui ont été créées. Alors là, c'est plus le composant lui-même. Ouais. Là, c'est le composant lui-même, mais on va voir que voilà, le onClick fait référence à un autre fichier. À l'interne, ça Mm. crée un apport en fait. Ça crée un apport et derrière, bah, voilà, il va changer un autre fichier qui sera ailleurs. Alors, il est assez intelligent parce que si jamais on fait 30 clics dans une seule page avec une ligne de code, bah, il va pas faire 3 fichiers. Il va les mettre dans un seul fichier. Il va quand même Ouais. avoir un petit peu Essayer d'intelligence comme ça d'optimiser, parce que sinon d'accord. on se retrouve avec énormément de fichiers. On en trouve beaucoup. J'ai fait Ok. une application utilisée en interne à MonkeyPatch. Ouais. Une petite application simple pour gérer nos CRA, nos absences, nos congés, tout ça. J'ai 200 fichiers JS qui sont générés au build. Alors que l'application, elle a 3 écrans. Et les fichiers, ils sont légers? Ils sont assez légers, ouais. Hmm. Ils Alors sont que légers parce qu'ils vont l'application a droit au 3 but. écrans. Mais Punaise. c'est juste Et que... du coup, sur une grosse, bah, je pense que c'est une question là qui est dans le chat justement. Ouais, si tu peux la lire du coup. Allez. Question de Donc, Mage. Mage. Mageux. Je comprends mieux pour le principe d'avoir pas besoin côté navigateur de parser tout le JS. Par contre, il cherche tout le JS au début. Sinon, à chaque fois, lors d'une nouvelle requête, on retélécharge de nouveaux scripts. Niveau serveur, c'est pas trop d'avoir beaucoup de fichiers, surtout sur un gros site. Est-ce qu'il y a un réel gain en performance du coup, du fait d'avoir autant de fichiers? Là, si tu dis que sur une petite app, tu as 200 fichiers, Ouais. qu'est-ce que c'est sur une grosse app, quoi? Bah en fait, c'est pas si grave, puisque voilà, en HTTP2, on est capable d'envoyer plein de fichiers en une seule requête. Donc au final, c'est comme si on envoyait un gros fichier de 2 mégas. En une SPA, on envoie un gros fichier de 2 mégas. Hmm. Bon, ça va peut-être pas être 2 mégas avec Quick, ça va être beaucoup moins, justement, parce qu'il est aussi optimisé là-dessus. Ouais. Mais au final, ça va pas changer grand-chose, donc faut vraiment pas trop s'arrêter au fait qu'il y a plein de fichiers. C'est juste des entry points. C'est comme dans une librairie a un entry point. Et là, bah voilà, on a un point d'entrée différent et qui va être exécuté et parsé qu'au moment où il le faut. Ok. Mais c'est pas un problème d'avoir plein de fichiers en soi. Et après, comme c'est chargé en background avec un service worker, ça va pas ralentir le chargement de la page. Tous, ils sont chargés en service worker du coup? Non, ce qui est visible sur la page. Et là-dessus, il y a un projet qui s'appelle Quick Insight, qui va permettre d'analyser, qu'on va faire tourner sur une application en production. Je l'ai pas utilisé celui-là, mais la théorie, voilà, c'est il va tourner sur une application en production. Il va analyser les usages du client, de l'utilisateur, et ensuite il va pouvoir optimiser le bundler en fonction de comment l'utilisateur utilise l'application. Si l'utilisateur clique tout le temps sur le même bouton à chaque fois qu'il va sur l'application, et ben du coup il va bundler différemment et il va dire à Quick de charger ça en premier, puisque c'est ça que les utilisateurs utilisent en premier. Donc là, on est sur un truc quasi parfait en fait en termes d'expérience. C'est le top quoi, parce que en gros, genre en termes de perf et tout, là, t'es optime au taquet quoi. Sur papier, c'est très bon. Ouais. Sur papier, c'est très bon. En pratique, voilà, donc j'ai eu des retours. Je suis des fois, ils ont un Discord public, et des fois, voilà, il y a des gens qui ont du mal justement à optimiser le chargement des chunks. Et ils se retrouvent avec des grosses applications où ils ont des éléments qui sont pas chargés assez vite. Ils auraient vu que ça soit chargé assez vite. Et apparemment, Quick Insight ne suffit pas. On peut rentrer dans Quick et on peut configurer comment les chunks sont créés. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu peux prendre le dessus du coup, toi, et voilà, si le truc le fait pas de façon entre guillemets suffisamment intelligente, et prendre la main quoi. On peut le faire, mais voilà, il y a ça qui arrive en plus qu'on n'a pas à gérer effectivement dans d'autres frameworks. Forcément, toujours des trade-offs, il n'y a pas de solution magique. Ouais. Pas encore. C'est déjà balèze quand même. Ok. Voilà pour l'idée de base. Et comme on peut le voir, j'en ai parlé un petit peu au début. Si on est familier avec React, bah, on est tout de suite assez familier avec Quick, puisque en fait c'est très très similaire. On a même le système de contexte qu'on a dans React. C'est pas tout à fait pareil la manière de les créer, c'est, je trouve, limite plus simple.
Mhm. Parce que dans React, il y a ce petit inconvénient de mettre un provider dans un provider dans un provider. On se retrouve avec une chaîne comme ça au début de l'application avec plein de providers. Ouais, c'est vrai. Là, la DX est un peu différente. On va juste mettre provide context tout en haut comme un hook. En fait, on appelle un hook qui s'appelle provide context et du coup, on peut les. Ok. Et après, sinon, ça va être un use context, un create context. Ok. C'est plus classique à ce niveau-là. Ok. Ouais, donc Et c'est quand même une expérience développement qui est bonne au final, sur lequel tu t'y retrouves facilement si tu viens de l'écosystème React. Toi, t'es monté en compétence vraiment rapidement. Tu trouves tout ce qu'il faut dans la doc. ouais, la doc est très très bien conçue. Ouais. Des fois, il y a des petits trous, mais il travaille beaucoup dessus. Il rajoute beaucoup de choses ces derniers temps. Je trouve qu'il y a beaucoup de mises à jour. Donc, non, vraiment une bonne doc. Contrairement à. Que je peux les citer. Contrairement par exemple à. Si je peux citer Next, mon meilleur ami. La doc est bien dans Next. Qu'est-ce que tu n'aimes pas Pas sur la très doc très de fan Next? de la doc de Next. Pourquoi? Je trouve que. Mais c'est à cause du fait qu'ils aient scindé un peu l'appli en deux avec le. Avec l'app Ah, et l'app Ah. router, ouais, Voilà, bon. c'est ça, avec l'app. Même si ils ont Ça tient essayé dans la bouton doc avec de le faire truc. une bonne séparation, je trouve que des fois ça marche pas très bien. Et des Ouais. fois on se trouve sur une doc qui n'a rien à voir avec le app router. Bon, Quick n'a pas ce problème aujourd'hui, peut-être qu'ils l'auront plus tard quand il y aura Quick 2.0, peut-être qu'ils vont devoir. La deux. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui fait selon toi, parce que sur le papier, c'est le framework parfait, qui a réussi à résoudre les problèmes que n'ont pas résolu les autres. Moi, j'arrive pas à comprendre. Il y a de la hype autour, mais pour autant, le framework n'explose pas. Ouais. Qu'est-ce qui fait que le framework n'explose pas, comme par exemple Astro, tu vois? Je trouve qu'il y a une hype beaucoup plus imposante sur Astro. Je sais pas quand exactement est arrivé Astro, mais j'ai l'impression que c'est à peu près au même moment. Et pour autant, Astro est en train vraiment d'exploser, quoi. Qu'est-ce qui fait que Quick n'arrive pas à passer ce step-là? Parce que il répond. En fait, alors là c'est pure spéculation, mais Astro est extrêmement simple sur le fait que c'est du HTML, CSS. Point. Ouais. Et après, voilà, il a. On est dans le chat là, tu vois. C'est la remarque Voilà. de QQ QQ, Good. C'est ça. Astro, C'est Astro, plus simple et moins de pièges. Ouais. il est hyper simple, c'est du HTML, CSS. Et puis après, si on veut un peu rajouter de l'interactivité, et ben on met notre framework de choix, notre librairie de choix, pour utiliser les bons termes, puisque React est une librairie. Exact. Le fameux sujet. Débat de merde. C'est ça. Donc on plug ce qu'on veut et on n'est pas obligé. Et puis si on le fait pas, et ben c'est juste du HTML, CSS. Comme en fait, comme on faisait à l'époque en fait en PHP. C'est juste que là, c'est avec du JS et avec le côté composant. Donc c'est hyper plaisant à utiliser. Quick, bah du coup c'est comme Next, donc tout de suite on doit un peu deal avec le JSX, le TSX en l'occurrence, parce que Quick fonctionne en TypeScript. Donc tout de suite déjà, donc ça rajoute TypeScript, ça rajoute TSX, ça rajoute le côté c'est nouveau, on sait pas trop. Et déjà rien que ça, bah ça suffit pour pas le faire monter autant que Astro. Pour moi déjà ça c'est une bonne raison. Après, l'autre raison, c'est que il n'est pas au top pour les applications aujourd'hui. Voilà. Là, j'ai dit c'était génial et tout, j'ai annoncé plein de trucs superbes et tout, mais en pratique, je vous déconseille de faire une application en Quick aujourd'hui. Une application, attention. Allez, merci, on peut arrêter. Voilà, merci à tous. Retrouvez-nous dans 15 jours. Hop là, ça, c'est fait. Non, une application. Un site, pourquoi pas, un site vitrine, un site e-commerce notamment. Si je devais faire un site e-commerce, je le ferais probablement en Quick. Ok. En Quick et Quick City, du coup. Je vais en parler juste après. Site vitrine, pourquoi pas, mais site vitrine, bon, forcément, Astro est difficilement battable là-dessus. Pour une application, pourquoi non? Pour en avoir fait une. Excuse-moi, plus que sur ta remarque Astro, plus que Next, selon toi, pour les sites vitrines? Complètement, oui. Complètement. Pour quelle raison? Forcément, bon, Next, j'ai une mauvaise expérience avec. Ok, c'est biaisé. Je pourrais en parler, mais ça serait un peu trop hors sujet. Mais voilà, j'ai fait le site de Monkey Patch avec. Mon upgrade à AppRouter, c'est pas super bien passé. Ok. Bon.
Si Non, t'avais clairement, commencé à tout faire si je devais le directement, peut-être refaire. que t'aurais pas eu de soucis. C'est quoi? Si t'avais commencé avec la dernière version de Next et la Prouter, t'as voulu tenter un truc aussi que peu de gens font. Ouais. Je ne pense pas quand même, parce que il y a le système de cache beaucoup trop agressif de l'Uprooter que je n'ai absolument pas apprécié non plus. Et t'as eu des Qui est... soucis avec Netlify et... Oui, et puis le côté, on peut le déployer que chez Vercel, sinon bonne chance. Bon, plus récemment, on peut le déployer sur Netlify, ça marche. Ouais, Mais ça n'a pas été toujours ils ont le cas. fait ce qu'ils font. Alors que Astro, on peut le déployer où on veut. Quick, on peut le déployer à beaucoup d'endroits aussi. Ils ont fait beaucoup d'adapteurs. Donc, t'as pas du tout ce problème qu'a Next là-dessus. Et où est-ce que j'en étais? Je disais, oui, donc voilà, Un peu pourquoi je ne d'application. prends pas en application? Parce que j'ai rencontré des fois des petits soucis, des états bizarres, le Quick Optimizer qui doit se perdre un petit peu. Donc, des fois, des signaux qui sont un peu perdus. C'est assez rare, hein. C'est vraiment rare quand j'ai rencontré ça. Après, il y a le côté écosystème derrière. Ouais. Mais t'es encore là, quoi. Quick a Quick React. Ouais. C'est quelque chose qui va permettre à Quick de charger des composants React. Mhm. Donc ça, c'est très chouette, justement, quand il nous manque des composants au hasard, un TimePicker, ou un calendar, ou ce genre de choses, Et oui. qui sont des composants vraiment complexes à recréer à la main. Ouais. Et ben, il n'y a pas vraiment encore ça sur Quick, donc du coup, on peut potentiellement, oui, mettre Quick React. Mais bon, c'est pas l'idéal, quoi. Et puis en plus, on retombe au même problème que React, donc forcément, ça va refaire de l'hydration sur ces composants-là. En plus, ouais. Ils ont une logique d'island architecture sur Quick React. Ok. Donc, ça va faire un peu comme Astro, c'est-à-dire que ça va charger les composants React quand on lui demande de le faire. Et quand tu fais Quick React, c'est une lib que tu ajoutes en plus de Quick et du coup qui te permet juste de récupérer les composants, mais tu gardes la logique de Quick. Ouais. Sur les Ouais, c'est ça, mais c'est juste que du coup, quand on rentre dans le monde React, bah, on est sur React. Donc on va derrière, tout va devoir se charger comme dans React. Ça n'a pas forcément d'intérêt là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment quand on a besoin vite d'un composant et on fait ça. Ouais. Donc il y a un petit peu pour ça, voilà, un peu l'écosystème qui est un peu. Il n'y a pas une librairie Quick UI? Tu m'avais pas parlé de ça? Ouais, j'en parlerai à la fin. Ouais. Pour ceux qui veulent jouer avec Quick, un petit peu des pointeurs là-dessus. Mais ouais, donc il y a un petit peu ça, et après il y a l'expérience dev au niveau de Quick City. Ouais. Je peux en parler maintenant de Quick City. Ouais, tu peux nous partager, peut-être nous montrer à quoi ça ressemble. Quand c'est juste un concept. Ouais, non, je veux pas forcément vas-y. partager. Alors Quick City, ça va être le méta-framework de Quick on va souvent utiliser les deux en même temps. Mais, c'est quand même bien savoir qu'il y a cette séparation. Quick City, c'est le Next.js de React, c'est le Analog de Angular, c'est le Nuxt de Vue, c'est le SvelteKit de Svelte. Je peux continuer longtemps comme ça. En vrai, non, je commençais à en avoir plus beaucoup en tête. Je fais genre, mais pas tant que ça quand même. C'est le Angular de Angular. C'est ça un peu. Analog d'Angular du coup. Ils en ont même par-dessus, je suis désolé, moi j'avoue que j'ai zappé la partie Angular. J'ai beaucoup de mal. Je suis allé directement sur Next. Et donc ça va rajouter. C'est comme Next pour React. C'est exactement ce que c'est ça. Ça roule. Ça va rajouter toutes les problématiques. Donc ça, au niveau expérience utilisateur, ça va se rapprocher énormément de Next. Donc on va avoir du routeur par fichier. Donc c'est un peu spécial, mais maintenant ils font tous un peu ça. On voit ça vraiment dans tout ce qu'ils appellent MetaFramework, ils font tous ce genre de pattern. Donc on crée un dossier, on l'appelle index.js, et du coup ça va être le nom du dossier et la route dans l'URL. Donc on s'y retrouve beaucoup aussi. Si on connaît Next, on va pas trop se dépayser avec Quick City. Et les concepts sont les mêmes, donc ça va être de charger de manière optimale les données avant, comme j'avais montré dans mon schéma. C'est Quick City qui apporte ça. Le pouvoir de faire un fetch en dehors du composant, comme le faisait Next avant l'Uprooter. Maintenant avec l'Uprooter c'est un peu différent. Il le fait aussi, mais c'est différent. C'est pas une fonction magique. Dans Quick c'est le cas. C'est ce qu'ils appellent un route loader. Il va faire des actions, des serveurs, il va permettre de faire des actions au niveau des formulaires. Donc on va pouvoir poster un formulaire sans JavaScript et directement traiter le résultat. Et il va gérer tout ce qui est server-side rendering. Il va faire aussi potentiellement du static site rendering si on veut juste rendre un site et ne pas avoir de serveur derrière, rendu statique comme le permet Next.js. Dans quel cas tu utilises Quick Shell du coup? Tu veux faire une app du coup?
Dans quel cas tu utilises Quick seul sans Quick Bah, quasiment jamais au final. On va l'utiliser quand, par exemple, on veut swapper Quick City par Astro. Ouais. Parce que du coup, c'est Astro qui va prendre le rôle de Quick City. Ok. Sinon, je ne sais pas vraiment dans quel D'accord. cas. C'est quoi la différence du coup si tu utilises c'est quoi l'avantage d'utiliser Astro ou Quick VS Quick City? Bah, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur Astro. Ouais, Plus c'est simple, de pouvoir. beaucoup plus simple. Voilà, on va avoir une base HTML simple avec des fichiers .astro Ouais. ultra basiques. Et Ouais. de temps en temps, on va pouvoir mettre un petit peu des composants Quick. Ok. Alors que si on utilise Quick City, on est directement dans du JSX D'accord. avec tout ce qui va avec, donc dans du React-like, quoi. Ok. Tout de suite, potentiellement, ça fait un peu plus peur. Voilà ce qu'apporte. T'as essayé les deux toi de ton côté? Moi, j'ai fait l'application avec Quick City. Ouais. T'as fait Quick Tu veux City dire avec Astro? avec Astro, ouais. Astro, ouais, je peux dire que j'ai essayé, disons que j'ai essayé 2 jours avec pour voir ce que Ouais. ça donnait, mais pas plus que ça parce que c'est pas ce que je voulais faire. Ouais. Pour voir ce que ça donnait. Mais ouais. Et voilà. Et du coup, Quick City, je trouve qu'il a pas mal de défauts de jeunesse. Notamment le rootloader, bah, ça va permettre de fetch une donnée. Bon, déjà, ils n'ont pas de out of order streaming, donc ça veut dire qu'en fait, la page, elle va s'afficher uniquement quand les données sont arrivées, comme j'avais Ok. expliqué tout à l'heure. Mm. Et on va pas avoir une petite, par exemple, un refresh. Je veux que ma donnée, je la refresh. Bah, on n'a pas ça. Il faut refresh la page. Ok. Ou alors, quand on fait une action serveur, on poste dans un formulaire des données, et ben derrière, elle va rappeler tous les rootloaders. C'est bien. Mais des fois, c'est un peu embêtant parce qu'on n'a pas forcément envie de tout recharger non plus. Ok. C'est une logique de multi-page app. Sur une page PHP, et ben, on fait un post dans un formulaire, bah forcément, c'est une autre page, donc on recharge tout. C'est logique. Mais comme là, on est dans un contexte potentiellement SPA pour une application, on n'a pas forcément envie de tout recharger tout le temps. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui sont un peu frustrants. Ils ont prévu d'améliorer ça dans les versions futures, notamment Quick 2.1 minimum. Parce que Quick 2.0, ça sera juste un gros refactor. Ouais. De toute façon, tu disais que donc la en attendant 1.0, ça, en réalité, la prod ready, elle est pas si vieille que ça finalement. elle est pas si vieille que ça, ouais. Ouais. Bah, je crois que c'était, comme j'ai dit au début, je crois que c'était l'année dernière. Ok. Ouais. On doit pouvoir retrouver le post. Mais... Ouais. Et donc c'est pour ça qu'en fait, niveau développeur expérience, c'est pas idéal pour faire une application parce qu'il y a plein de petits trucs un petit peu frustrants comme ça. Sur papier, c'est très chouette, mais quand on creuse un peu, on se rend compte que voilà, ils ont oublié des choses. Ok. Et la gestion de l'état aussi. Aujourd'hui, on a j'en ai pas beaucoup parlé dans Quick et les signaux. C'était le 1er mai 2023. Voilà. L'année dernière. Je pense sous les yeux. Littéralement l'année dernière, on est en mai. Grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Dans Quick, il y a des signaux. C'est une primitive qu'on retrouve dans quasiment tous les frameworks de plus en plus maintenant. Dans Angular, dans Svelte bientôt avec les runes. Bref, je vais recommencer mon énumération. J'adore ça. Pas dans React parce que c'est le résistant à l'envahisseur par rapport à ça. Où ils ont décidé de partir sur un compilateur pour améliorer leur mental modèle avec React 19. Compilateur qui est sorti littéralement aujourd'hui. Voilà. Okay. Pour info, aujourd'hui, donc là, ça va être un gros changement dans l'industrie de React. Pour la première fois, React a un compilateur, ça sort aujourd'hui, ça passe à travers Babel, c'est un peu bizarre. Mais... Le mois de mai, tu sens que les mecs ils charbonnent avant de partir en vacances quand même. C'est là qu'il faut sortir tous les gros trucs. Là, on y va. Grave. Il y a des annonces, hein. Il y a plein de camps là, qui ont lieu en ce moment. Ils vont balancer toutes leurs annonces à ces moments-là, quoi. Donc il faut qu'ils soient prêts pour les confs. C'est surtout ça. Et donc voilà, donc ils ont les signaux, mais tout ça c'est assez jeune et je trouve que l'intégration des signaux elle est pas top. Ouais. Contrairement à Soul.js qui fait ça super bien. Ouais. En même temps, c'est fait pour. Et ouais, c'est les signaux, ouais, ils ont fait leur lib, c'est ce que tu montais tout à l'heure, hein, Yosin, Signals. Ouais, c'est ça. C'est pas super top et puis en plus ils ont une espèce de rendu hybride que j'affectionne pas trop non plus. Ils ont du VDOM des fois. C'est un espèce de rendu hybride. React a du VDOM. J'explique vite fait qu'est-ce que c'est le VDOM. C'est une espèce de... Faut que j'explique ce que c'est un DOM à la base quand même. Comment on peut expliquer ce que c'est un DOM? C'est la structure de la page web
Au final, c'est quelque chose qui est très lent pour le navigateur à gérer. Donc la solution de React, c'est de rendre ça en virtuel et du coup régénérer une structure de page web en virtuel, en mémoire, et ensuite l'envoyer au navigateur derrière en faisant la différence entre les deux changements d'état. J'ai un état A, j'ai un état B, je fais la différence en virtuel et après j'envoie au navigateur web. Pas mal comme vulgarisation. Voilà, j'ai fait de mon mieux. J'avais pas trop envie de rentrer trop dans les détails. C'est quelque chose justement que les frameworks en général essaient d'éviter. Svelte notamment s'est démarqué là-dessus parce qu'ils ont dit nous on fait pas de VDOM, on est trop fort, on fait comme on a une super DX et on fait pas de VDOM et on y arrive. Angular ne fait pas de VDOM du tout non plus, c'est du data diffing, c'est un peu différent. Mais ils l'ont pas trop mis en avant, c'est dommage. Et Vue, je crois qu'ils en font. Il me semble qu'ils en font, enfin, voilà. Ok. Virtual DOM, tout à fait. C'est vrai que je ne l'ai même pas dit en entier. Virtual DOM. Olivier qui nous a fait une petite vanne avec Venom. J'étais à 2 doigts d'appuyer sur le timeout de 10 secondes, Olivier. À 2 doigts. Il est sorti. Et donc, Quick a cette espèce de fonctionnement hybride. C'est décrit dans la doc. On a des signaux. Donc, il va faire un peu comme Solid.js, c'est-à-dire qu'il va modifier le DOM pile à l'endroit où il y a une modification de données grâce aux signaux. Donc, c'est quelque chose de très, très, très performant. Et par contre, quand il y a une structure la structure du JSX qui change un peu trop, des boucles forts ou des gros if et tout ça, et ben il va faire tourner le VDOM. Il va faire tourner le VDOM comme du React pour pouvoir faire sans changement. Quoi. Ce qui est, je trouve, vraiment dommage, puisque au final, voilà, tout ce que j'ai dit au début, c'était des performances initiales d'application qui rendent l'application instantanée. Par contre, ce qui est important dans un framework aussi qui est voué à faire des applications, c'est les performances derrière, quand on interagit avec l'application. Performance runtime. Et je trouve qu'ils n'ont pas encore assez travaillé là-dessus. Je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment en retard par rapport aux autres sur ça. Malgré les signaux. Ça fait pas tout de dire on a des signaux, c'est bon, on est performant. Bah non, il faut bien les intégrer, ouais. T'es plus fan de l'intégration sur Angular, du coup. Sur Angular, c'est clairement mieux fait. Ouais. Angular, ils ont... Alors, la première intégration des signaux dans Angular, ça changeait pas grand-chose au fonctionnement d'Angular. Là, maintenant, ils commencent à faire un fonctionnement hybride aussi et commencent à transiter vers quelque chose de beaucoup plus performant avec les signaux. Ok. Et ils ont aussi, du coup, un diffing hybride, du coup, Angular maintenant. Depuis littéralement 18, je crois. Ouais, c'est en cours. Et Solid.js, eux, ils ont des signaux et ils ont que ça et ça marche super bien. Ouais. C'est pas pour rien que Solid.js est l'un des plus performants au runtime, du coup. Ok Guillaume, donc petite comparaison avec les autres frameworks. Je vois le temps qui passe, il est 18h30, on pourrait te laisser parler pendant des heures parce que tu as plein de choses à dire, mais il faut qu'on arrive à écourter un petit peu et à finaliser ce stream. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de la suite de Quick, qu'est-ce qui arrive, voilà, on a parlé d'une V2, qu'est-ce qui va arriver derrière, vis-à-vis de Builder.io, comment Quick fonctionne avec Builder.io. Tu voulais nous parler tout à l'heure de Quick UI aussi, qui nous permet d'intégrer des composants. Est-ce que tu peux nous parler d'un petit peu de tout ça pour clôturer ce stream et amener un petit peu vers le futur de Quick? Je vais essayer de faire assez vite, assez succinct. La V2, c'est un gros refactor de Quick pour que ce soit plus simple de contribuer à Quick. Ok. Comme ça que c'est annoncé. Il n'y a pas assez de contributeurs du coup, c'est ça, aujourd'hui? Il n'y a pas forcément énormément de contributeurs, mais surtout qu'ils ont senti le besoin de refaire beaucoup de choses pour que ce soit plus clair. Donc normalement, la 2.0 ne va rien changer en termes de fonctionnalité. D'accord. C'est juste, ça va être plus performant, ça va être différent au niveau du moteur derrière. On va plus avoir plein de petits commentaires dans le HTML comme on le voit aujourd'hui. Tout va être bien différent. Mais à l'extérieur, ça va rien changer. Ok. Voilà, c'est juste pour un truc interne. Ils sont à fond là-dessus en ce moment. Ok. Et c'est après. T'as une idée de la date Malheureusement, non, j'aimerais vraiment avoir une date, mais j'en ai pas. Ce qui est très sympa par contre, c'est qu'ils ont un fonctionnement un peu open team, donc on voit tout simplement leur échange. On va sur Discord et on voit leur échange quand ils parlent de Quick 2, ils parlent de ce qu'ils font, les tests qu'ils font, et des fois ils publient même leur réunion. Donc on peut avoir un petit suivi comme ça, mais pas de date.
OK. malheureusement. Ils ont fait un petit post sur le blog de Builder.io à Ouais. propos de la nouvelle version. Donc ils disent qu'ils ont lancé Quick, qu'ils ont bossé à fond dessus, sur les concepts clés et qu'ils ont beaucoup écouté la communauté du coup et qu'ils sont en train de travailler fort sur la V2. Mais je ne vois pas de date non Et plus. non. Et il y a même Ouais, marqué à la fin du post, bientôt un autre post pour vous parler d'un autre concept de Quick 2. ouais, On attend super. toujours l'autre post. Et ils sont en train de charbonner sur Quick. Parce que là, c'est un post qui parle de la stérilisation de Ouais, Quick. Ils sont en train de tout refaire pour la V2 et il y a d'autres concepts qui sont en train de refaire, mais pour moi, ils n'ont pas encore fait de post. OK. Donc ça, c'est plutôt prometteur. Après, ils ont fait une autre annonce aussi par rapport à Builder.io. Au début, Quick était très lié à Builder.io. OK. On voyait même dans l'URL, hein, c'était Builder.io/Quick. Mmh. Et maintenant, ils ont fait Ce n'est Quick.dev. plus le cas aujourd'hui, Ils ont ouais. bien séparé. Ouais. L'idée, c'est vraiment de s'éloigner un peu plus pour dire, voilà, on est un projet qui va vivre et on n'est plus directement lié à Builder.io, même si c'est les sponsors et c'est des gens de Builder.io qui travaillent dessus. Bien sûr. Mais c'est pour un petit peu donner plus envie aux gens de l'extérieur de travailler dessus, quoi. OK. C'est de la com et je trouve ça très bien. Donc ça, c'est plutôt cool pour le futur. Et je voulais parler un peu de Quick UI aussi. C'est une lib officielle qui est faite en partie par des personnes qui travaillent sur le cœur de Quick. Tu peux la partager peut-être rapidement? Est-ce que tu peux aller C'est point dessus noté. Ouais. pour finir sur Quick UI? Il y a quand même un Et je point pense final que c'est une lib qu'il va falloir bien suivre, puisque c'est ouais. pour moi un des prérequis. Ouais. Voilà, je l'ai ici. Un des prérequis qui va permettre de faire des applications, parce que tant qu'on n'a pas ça, c'est compliqué. Mmh. Ça se sépare en deux. Il y a une partie headless qui va nous permettre d'avoir des composants de base, des modals, des labels, pagination, popover, tout ça. Bon, label c'est bizarre, mais accordéon. Et derrière, ils ont une version C'est un peu le même styled. principe que Headless UI? Je sais pas si tu vois la lib Headless UI Oui, c'est ça. React, C'est ouais. ça. C'est un principe que aussi dans la communauté React, on entend parler de chat CN. Ils sont très Ouais. inspirés, puisqu'en fait, ça va être du copier-coller de composants. OK. Ça va pas être Ça peut un être une lib. composant qu'on prend. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Mmh. cette nouvelle tendance dans les libs de faire ça. C'est-à-dire qu'ils Ouais. donnent du code et on copie-colle. Ouais. Donc ils ont pris ce principe-là, ChatCN. Et sinon pour la philo aussi, ça va être pas mal comme Reactaria. Donc voilà, ils le mettent au-dessus ici. Mmh. Donc la philo, c'est vraiment de répondre à toutes les problématiques qu'on a quand on veut faire une modale, par exemple. Mais on a juste envie de faire ça. On n'a pas envie de recoder une modale de zéro parce que c'est pas très intéressant. Surtout quand on veut faire une application. Et donc ils bossent à fond là-dessus. Et ça c'est pareil, sur le Discord, on a toutes les infos, et ils publient aussi leurs réunions, et ils publient leurs sprints. Donc ça avance à une bonne Ouais, ils vitesse. sont Je trouve ça vachement je trouve ça transparents, assez quoi. étonnant, ouais, ils sont très, très, très transparents, Ouais. sur le développement de Quick UI. Mmh. Donc à suivre, et voilà. Et ça, bah, moi j'aime bien parce que c'est plutôt bien codé. Je regarde un petit peu, j'aime beaucoup la qualité, je suis assez critique sur les librairies de design système dans ce genre, et je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est très prometteur. Par contre, il y a quand même des bugs, quoi. C'est en bêta. Pour l'avoir utilisé, bon, il y a des petits soucis. Ouais. Du coup, toi, quand tu as développé ton application, tu as fait tous tes composants par toi-même? Oui. Alors en fait, j'ai utilisé Flowbyte un petit peu pour la partie visuelle. Ouais. Qui est une espèce de framework CSS au-dessus de Tailwind. Mmh. Ils ont une page pour Quick, donc c'est plutôt cool pour dire comment on l'utilise dans Quick. Et après, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi plein de frameworks JS, frameworks CSS, donc du coup, on s'en sort pas mal visuellement, même s'il n'y a pas le truc pour notre framework. Et derrière, oui, j'ai utilisé pour des composants tels que des modals, des popovers et tout ça, j'ai utilisé Quick Tu peux UI. utiliser Tailwind facilement? Oui, ça Oui. se mange pas ça, ouais. Sans problème. Et d'ailleurs, Quick UI est basé sur Tailwind. En fait, c'est un OK. prérequis, littéralement. Ouais. On n'a pas le choix. Enfin, peut-être qu'on a le choix, peut-être qu'ils vont le laisser plus tard, mais aujourd'hui, ça Quand fonctionne tu avec setup Tailwind. ton projet, ils te le proposent direct. La partie styled fonctionne avec Tailwind, ouais. OK. Ils nous disent, voilà, allez dans le Tailwind config, rajoutez ça, c'est fait pour. OK. Eh bien, écoute, top, Guillaume. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est vachement intéressant. Je ne connaissais pas tout Plaisir. sur Quick, et donc tu m'as appris des choses. Et aussi tout l'historique qu'il y a derrière ce projet, c'est marrant. Tu as un petit écosystème en fait, hein, ils se connaissent tous les mecs, ils passent de boîte en boîte et puis ils recréent des frameworks, donc c'est assez marrant. On va voir où ça va. Donc
Pour l'instant, si vous avez écouté les conseils de Guillaume, c'est Quick, c'est le meilleur framework, mais il ne faut pas l'utiliser. Alors attention, il faut utiliser vraiment, vous pouvez l'utiliser pour du site vitrine, même si c'est peut-être un peu overkill, ou du site e-commerce. Pour moi, le Ok, plus approprié aujourd'hui, ce serait un site e-commerce. Parce que c'est pas trop interactif, mais suffisamment pour qu'il y ait une plus-value avec Quick par rapport à du ok. Astro. Ouais, Parce que dans du Astro, c'est plus difficile d'avoir un state comme le ouais. truc de base, le carte Et sur ouais, non, mais e-commerce. en plus, je vois bien l'intérêt pour les e-commerce où chaque milliseconde compte pour arriver à Exactement. faire des ventes. Donc, le fait d'avoir une instant app, c'est clairement Un enjeu un fort, bonus ouais. quoi, pour les applications. Donc ouais, je vois bien l'intérêt. Et pour les Ah bon. applications, du coup, attendez Quick 2.1 minimum et surveillez Quick UI. C'est ce que je Hmm. donnerais comme conseil. Olivier hier qui dit j'ai un autre jeu de mots chelou que je ne Oui, ferai avec pas. Quick, il y en a. Je ne dirai rien non plus, mais voilà. Il y en a.